Comment gérer les limaces et l'escargot dans un jardin lorsqu'on s'inscrit dans l'approche permaculturelle? On va voir ici dans cette vidéo qu'est-ce que c'est que les gastéropodes, comment est-ce qu'on peut les écarter, les réguler, mais aussi in fine en faire une ressource qu'on va mettre à profit pour mener un jardin. Alors tout d'abord, avant de se demander la façon dont on va gérer les gastéropodes, donc les limaces et les escargots, encore faut-il les comprendre. On est ici sur l'application d'un des principes permaculturels qui est observer et interagir, c'est-à-dire qu'on va prendre le temps de bien comprendre le fonctionnement d'un écosystème avant d'interagir sur celui-ci. D'abord, il faut savoir que chaque individu peut pondre entre 100 et 400 œufs par saison à partir d'avril. Sachant que tous les individus sont hermaphrodites, donc tous peuvent pondre des œufs, ce qui explique qu'on peut avoir effectivement une invasion rapide de gastéropodes si les conditions leur sont favorables. Alors, chaque œuf a besoin entre 3 semaines et 6 mois d'incubation, alors selon les conditions climatiques. Le plus optimal, effectivement, c'est quand on est sur 20 degrés Celsius avec une humidité ambiante importante. Là, uniquement 3 semaines sont nécessaires. Et on peut avoir ainsi plusieurs générations de gastéropodes sur un même terrain dans la même année, si les conditions leur sont favorables. Alors, ce sont des individus qui se mettent en dormance en dessous de 5 degrés Celsius. Et puis, au-dessus de 25-30 degrés Celsius, il me semble. Ce qui explique qu'ils soient en dormance pendant tout l'hiver et aussi, on le connaît moins, mais aussi pendant les mois les plus chauds de l'été. Alors, on a une grande diversité d'espèces. Il existe plusieurs centaines d'espèces de gastéropodes dans le monde. Et ils ont chacun des régimes variés. Vous avez des espèces qui sont axées beaucoup sur la digestion de champignons. D'autres qui vont être plus sur des détritivores, plus manger des végétaux malades. Des végétaux qui commencent à être attaqués par des champignons, qui sont en sénescence. Vous avez aussi des gastéropodes, je pense en particulier à certaines limaces, qui sont carnivores, donc qui peuvent éventuellement attaquer d'autres gastéropodes. D'autres gastéropodes sont plutôt lignivores, donc ils vont attaquer des bois en décomposition. Donc on a aussi une grande diversité d'espèces, in fine. Sachant que dans une forêt de feuillus en France, on peut atteindre de l'ordre de 40 espèces, et dans une forêt de résineux, une dizaine d'espèces. Alors leurs durées de vie sont variables, on est sur une durée d'1 à 2 ans pour une limace et 4 à 7 ans pour un escargot. L'escargot est nettement plus résilient du fait de sa carapace, qui lui permet de beaucoup mieux résister à des fortes variations de température et d'humidité. Et ils peuvent tous manger au moins 50% de leur poids une seule fois, donc effectivement c'est pas pour rien qu'ils peuvent ravager des cultures parce qu'ils ont un solide appétit. D'ailleurs au passage, gastéropode en grec ça veut dire estomac sur pied, littéralement. Gastéro, donc estomac, pod sur pied, donc c'est un pied estomac. Alors sur la question du rôle des gastéropodes dans les écosystèmes, je vous invite vivement à voir une excellente conférence d'Hervé Covesque, la gestion holistique des limaces, qui détaille pendant plus d'1 heure le rôle des limaces dans les écosystèmes. C'est absolument passionnant. Le lien est en dessous de la vidéo. Alors quelques petits constats. Les plants de la famille des brassicacées, donc les choux, les moutardes, sont extrêmement attirants pour les gastéropodes, en particulier les limaces, du fait des composés organiques qu'ils dégagent. Et donc ça c'est un point de vigilance à avoir. Donc c'est impossible de les éradiquer complètement. Comme on a vu, ils se reproduisent très très vite. Donc penser qu'on puisse éliminer définitivement les gastéropodes sur une surface donnée, c'est complètement illusoire. Donc le constat de base est celui-là. Donc à partir de ce moment-là, le questionnement c'est pas comment on va éliminer totalement les gastéropodes, c'est comment est-ce qu'on va faire avec. Comment on va les intégrer plutôt que s'en séparer. Ils ont un rôle important dans les écosystèmes. Alors ils ont un rôle majeur sur la propagation des champignons, puisqu'ils vont s'attaquer aux champignons, mais ils ne vont pas tout digérer. Notamment ils ne digèrent pas les graines, les spores plutôt, des champignons. Et donc au contrario, ils favorisent leur dissémination, puisqu'ils vont véhiculer les spores des champignons via leur mucus qu'ils vont laisser sur le sol. Donc ils ont un rôle majeur en réalité sur la propagation des champignons, et c'est ce que vous a marqué Hervé Covesque, c'est-à-dire que on peut faire l'observation que lorsqu'on est sur des sites, on a trop peu de gastéropodes, eh bien, on peut avoir des difficultés de développement de certains champignons.
Alors, ils ont un rôle majeur sur le recyclage des végétaux qui commencent à se décomposer, qui sont malades, qui sont sénescents, donc qui contribuent à la bonne santé, in fine, des écosystèmes. Donc la régulation, je disais, des maladies fongiques et bactériennes qui touchent les végétaux, et puis contribuent au recyclage de la cellulose. Voilà, fait partie des quelques organismes dans les écosystèmes qui peuvent décomposer ces molécules organiques qu'on va trouver dans les ligneux, dans les arbres, les arbustes, et qui sont effectivement difficilement décomposables. Alors, ça pose la question du drainage sur les sites, puisque naturellement, plus on est sur des conditions humides, plus les gastéropodes vont avoir des conditions optimales pour se développer et se reproduire. Donc naturellement, ça pose la question sur les stratégies, si vous êtes sur un terrain vraiment humide, la façon dont vous allez drainer, donc limiter votre taux d'humidité sur un terrain pour éviter les proliférations de gastéropodes. Alors, à savoir, lorsqu'on utilise de la paille comme mulch pour les cultures, donc on fait un paillage, eh bien ceci favorise les gastéropodes, mais en première année. Donc si vous utilisez de la paille pour mulcher vos cultures, ce qui a de multiples intérêts du reste, mais ça a tendance en première année à vraiment favoriser une explosion de gastéropodes, vous ne vous étonnez pas si ça arrive. Après c'est quelque chose qui va se réguler sur les années suivantes, grâce notamment à l'intervention des auxiliaires de culture et puis aussi du fait qu'on améliore la structure de votre sol grâce aux apports de paille successifs. Mais voilà, à savoir quand même en première année, vous avez une invasion des gastéropodes probablement. Et c'est aussi vrai si vous utilisez un mulch et que vous arrêtez à un moment donné de l'utiliser, et bien lorsque vous remettez les cultures à nu, et bien sur la première année, là aussi, invasion des gastéropodes. Alors attention aux jeunes plants, effectivement, ils sont extrêmement attirants pour les gastéropodes. Donc les semis sont extrêmement attirants du fait des molécules organiques qu'ils vont émettre dans l'atmosphère. Donc les gastéropodes les repèrent via leur odorat. Et voilà, ils sont extrêmement appétissants, extrêmement tendres, nutritifs. Donc c'est un mets de choix pour eux. À savoir les périodes les plus sensibles, ça va être les périodes mai-septembre. Donc éventuellement une stratégie, ça peut être de ne pas faire de semis pendant ces mois-là. Pourquoi pas, si vous adaptez vos variétés et vos dates de semis, on peut se débrouiller. Non mais en tout cas, il faut en tout cas prêter attention à ça. En tout cas, n'hésitez pas à préférer donc des plants à les plants, plutôt que faire des semis à l'air libre. Mieux vaut faire des plants en intérieur, dans des situations bien protégées, et après repiquer les plants en plein air, où ils peuvent être exposés aux gastéropodes. Plus un plant est en bonne santé et bien établi, moins il va être intéressant pour les gastéropodes. Voilà, moins il va être appétant et plus il va falloir se défendre via son système de protection chimique interne pour se défendre vis-à-vis des gastéropodes. Donc ça c'est aussi une des façons de limiter les risques, c'est de faire des plants d'intérieur dans une situation bien protégée et après de les transplanter. Alors en protection très radicale, vous avez l'eau et le cuivre. Alors l'eau parce que les gastéropodes ne nagent pas, du moins la plupart des espèces en France ne nagent pas. Donc on peut imaginer de faire par exemple des plaques de semis qui vont être protégées au milieu de bassins d'eau, pourquoi pas. Bon après naturellement c'est un peu lourd à mettre en place comme aménagement, mais c'est très radical. Et puis les bobines de cuivre, donc les fils de cuivre autour des cultures, c'est une protection très, très efficace. Pourquoi ? Parce que le cuivre, du fait de ses propriétés électrostatiques, eh bien, il fait en sorte que lorsqu'il est touché par un gastéropode, le gastéropode va recevoir un petit coup de jus, un peu d'électricité, et ça c'est très radical, le gastéropode tout de suite s'éloigne. Donc on est sur une grande efficacité, mais le cuivre, c'est un coût non négligeable, et puis mettre ça en place et entretenir ça en place autour de toutes ces cultures, c'est quand même une grosse contrainte. En solution pas efficace à 100%, mais tout de même bien efficace, c'est les bouteilles plastiques qui vont être découpées en haut et en bas. Du reste, ça permet de valoriser des déchets. Donc on va découper la bouteille en haut, en bas, on va l'enfoncer dans la terre. Donc le jeune plant on va le mettre au milieu. Ça a double intérêt. Premier intérêt, c'est que ça joue un rôle de micro-serre. Donc le plant bénéficie de conditions d'humidité et de température plus élevées qu'ailleurs, comme dans une serre, finalement, donc ça va favoriser son développement. Et autre avantage, c'est que
eh bien le gastéropode déjà il doit monter pour accéder, mais en plus en haut le bord il est tranchant pour le gastéropode. Donc ils vont fortement être invités à aller voir ailleurs, puisque ça va être vraiment difficile d'accès pour eux. Alors, par contre, il y a certaines astuces dont on parle souvent, mais d'après mes retours d'expérience, qui sont vraiment inefficaces. Donc on va voir les coquilles d'œufs pilées et les cendres. Alors, ils ont des modes d'action différents. Ils sont répandus autour des cultures. L'idée étant que les coquilles d'œufs pilées, effectivement, sont tranchantes. Donc ça va être un frein pour l'arrivée des gastéropodes. Les cendres, elles sont effectivement sont un aspect poudreux et puis une alcalinité qui a un vrai repoussoir pour les gastéropodes. Alors la cendre est efficace mais à très court terme puisqu'elle est très vite lessivée par les pluies. Donc c'est pour ça à mon sens qu'elle est inefficace et que je ne recommande pas cette solution. Les coquilles d'œufs sont un peu plus durables, mais du reste il faut quand même les renouveler parce que au fil des saisons de culture elles vont être assez vite ensevelies dans la terre. Et en plus, mes retours d'expérience, c'est que ce n'est pas très efficace. Donc je ne vais pas vous recommander ces solutions. En plus, au niveau de la cendre, il faut faire attention parce que si vous en mettez un excès, au contraire, vous risquez d'apporter un excès de potasse qui va déséquilibrer la biologie et la chimie de vos sols. Donc ça peut carrément être néfaste. Donc, je ne recommande pas ces solutions-là. Globalement, pour prévenir, gérer la problématique donc, des gastéropodes, il faudrait, à mon sens, combiner plusieurs stratégies. Donc réguler les populations, attirer des faunes auxiliaires qui vont prédater ces gastéropodes, les attirer ailleurs, et puis faire certaines préparations végétales. Alors on va voir tout ça. D'abord, réguler les populations. Une astuce de grand-mère, ça va être de mettre des planches dans les bordures des cultures, et puis les laisser telles quelles, même le sol. Là, c'est un abri que aiment beaucoup les gastéropodes, donc ils vont se nicher dessous. Donc régulièrement, vous pouvez les soulever, hop, et avec éventuellement un gant, si vous n'avez pas le contact, prendre les gastéropodes, et puis soit vous les tuez, soit vous les mettez beaucoup plus loin, soit vous les donnez à manger à certains animaux. Mais voilà, ça vous permet de les réguler. Ça, c'est une petite astuce intéressante. Alors l'orthophosphate de fer, souvent vendu sous le nom commercial de Ferramol, c'est pas une solution que je préfère, puisque bon, d'une part, vous n'êtes pas autonome sur la production de l'orthophosphate, puis d'autre part, je préfère une régulation naturelle des populations de gastéropodes. À mon sens, c'est une solution pompier. C'est quand vous êtes complètement envahi de gastéropodes, vous pouvez poser ce choix-là. Au moins l'intérêt de l'orthophosphate de fer, qui est du reste est autorisé en agriculture biologique, c'est qu'il ne laisse aucun polluant chimique dans les sols, il ne crée pas de pollution et il ne crée pas de rémanence dans les chaînes alimentaires, au niveau des écosystèmes. Donc il n'y a pas d'impact environnemental, c'est quand même intéressant. Voilà, à mon sens, et puis il est très appétant donc pour les gastéropodes et extrêmement efficace, il faut bien le reconnaître. Donc bon, pourquoi pas avoir sous la main, surtout sur la mise en place, vous mettez en place un système, ça peut être intéressant. Mais à mon sens uniquement comme solution pompier sur l'urgence. Le piège à bière, à mon sens, c'est une fausse bonne idée. Donc l'idée du piège à bière, vous enfoncez à terre ou un piège dans lequel vous avez mis de la bière. C'est effectivement le malt ou le houblon en cours de fermentation sont très attirants pour les gastéropodes. Donc ils vont venir dans la bière et se noyer, parce qu'effectivement c'est pas leur environnement. Alors, c'est une certaine efficacité, c'est pour ça que c'est utilisé, mais à mon sens, c'est une fausse bonne idée, parce que ça va attirer des gastéropodes à des kilomètres à la ronde. Donc, ok, certains vont mourir puisqu'ils vont se noyer dans la bière, mais vous aurez attiré des gastéropodes depuis des kilomètres et des kilomètres aux alentours. Donc, c'est pour ça qu'à mon sens, c'est pas une très bonne idée. Donc les auxiliaires de culture, alors il y en a de multiples, on peut parler des carabes, vous le trouvez en haut à gauche, fait partie des insectes qui chassent les gastéropodes. Les batraciens, donc les grenouilles, les crapauds jouent, vous avez les
les serpents également, comme les orvets qui sont très communs en France, une partie des oiseaux, les chasses, certains petits mammifères comme les musaraignes aussi les chasses. Donc vous avez une grande biodiversité qui vont réguler les populations de gastéropodes. Encore faut-il que ces cultures aient un bon habitat pour être présents sur votre lieu, ce qui pose naturellement la question de la présence de trames écologiques, de trames à la fois terrestres et aquatiques. Donc des haies, des vieux arbres, des étangs, des mares, des vieux tas de pierres sèches, etc., etc. Bref, on ait des bons habitats pour que ces oxycultures puissent être présents. Sachant que les retours d'expérience dans le secteur agricole, c'est que si on part d'un terrain nu où vous avez quasiment pas de biodiversité, et que si vous recréez des conditions propices à la biodiversité, il faut compter de l'ordre de 3 ans pour qu'on ait vraiment des oxycultures qui se remettent en place. Alors les canards. Les canards peuvent être intéressants pour les réguler. Bon, une citation célèbre de Bill Mollison, c'est « Vous n'avez pas de problème de limaces, vous avez simplement une déficience en canard ». Alors, encore faut-il savoir les utiliser à bon escient. Ici, vous avez des photos des 2 races de canards qui sont souvent identifiées pour réguler les gastéropodes. Parce que selon les races de canards, vous avez une appétence plus ou moins forte pour le végétal ou pour les insectes. Ils ont un régime plus végétarien ou un régime plus carnivore selon les races. Donc vous avez les races Khaki Campbell et coureur indien qui sont bien identifiées comme pouvant réguler les populations de gastéropodes. Donc on peut mixer élevage de canards et production maraîchère sur un site, ça peut se faire. Après, bon, ça suppose de mettre en place correctement un élevage, et puis il faut quand même veiller au grain. Naturellement, ces races de canards vont avoir tendance à avoir un régime essentiellement carnivore, donc vont essentiellement chercher des insectes et des gastéropodes. Après, naturellement, s'ils ont faim, eh bien, par dépit, ils vont s'attaquer aux cultures. Donc il faut quand même prêter attention sur leur comportement alimentaire et voilà. Peut-être les déplacer aussi. On peut imaginer un pâturage tournant avec les canards pour qu'ils explorent différentes parcelles au cours de l'année, ce qui à mon sens sera quand même plus efficace. Alors autre stratégie maintenant pour éloigner ces gastéropodes, c'est de mettre des plantes aromatiques vivaces, durables dans les bordures. Alors pourquoi vivaces en particulier? Parce que on n'a pas besoin elles demandent très peu d'entretien. Une fois qu'elles sont en place, elles vont perdurer d'année en année. Elles sont plus résilientes que les plantes aromatiques annuelles, donc elles vont plus résister à des événements climatiques comme des sécheresses ou voire à des petites inondations, des fortes hausses ou baisses de température. Bref, elles sont plus résistantes, plus robustes. Donc pour ça que j'ai plus tendance à les recommander. Pourquoi? Parce qu'on joue sur de la confusion olfactive. Ces plantes aromatiques, qu'elles soient vivaces ou annuelles du reste, vont diffuser beaucoup de molécules aromatiques dans l'atmosphère, et les gastéropodes, comme on l'a vu, se repèrent essentiellement via leur odorat. Donc si vous saturez l'atmosphère avec ces molécules volatiles, eh bien vos cultures sensibles, les cultures qui pourraient être attaquées par les gastéropodes, sont moins repérées par les gastéropodes et donc moins attaquées. Alors, parmi ces plantes aromatiques, on peut citer le thym, le romarin, la sarrette vivace, l'estragon, la lavande. Et bon, il y en a quand même une grande liste. Autre association intéressante, c'est de mettre des plantes qui vont être vraiment répulsives pour les cultures. C'est pas de la confusion olfactive, c'est carrément que là, c'est des plantes qui sont très peu appétantes pour les gastéropodes et qui dégagent des molécules organiques volatiles qui repoussent les gastéropodes. C'est pas des solutions miracles, mais ça va contribuer à la régulation des gastéropodes. On peut notamment citer la bourrache, le cerfeuil, le fenouil et le cassissier, parmi les plantes qui repoussent bien les gastéropodes. Mettre un mulch de fougère au pied des cultures est tout à fait intéressant. Pourquoi? Parce qu'elle dégage un composé organique qui s'appelle la thiaminase et qui est très répulsif pour les gastéropodes. Du reste, les fougères poussent souvent sur des sols acides, mais il faut savoir qu'elles n'acidifient pas vos cultures, donc c'est aussi un mulch passe-partout, on peut utiliser sur toutes les cultures. Bon, on pourrait aussi utiliser des feuilles de chêne et des aiguilles de résineux au pied des cultures, puisqu'elles dégagent aussi des molécules organiques qui sont répulsives pour les gastéropodes. Mais par contre, ces mulches-là sont pas utilisables pour toutes les cultures. Les feuilles de chêne dégagent des tanins qui sont pas favorables à la plupart des cultures.
Seuls les arbres et arbustes en général sont adaptés. Et les aiguilles de résineux sont adaptées uniquement sur des plantes qui sont dites acidophiles, qui apprécient dans un substrat acide, comme les myrtillers par exemple. Donc c'est pas voilà, ça c'est deux autres mulches qui sont intéressants contre les gastéropodes, mais qui sont pas adaptables pour toutes les cultures. Par contre, le mulch de fougère, vous pouvez y aller. On peut être sur des épaisseurs assez épaisses, hein, aller sur 15-20 cm d'épaisseur de mulch, c'est tout à fait intéressant. En plus, un autre avantage des mulches des fougères, c'est qu'elles apportent de la silice, hein, elles ont des concentrations élevées de silice, et donc c'est un apport de silice qui est intéressant pour la bonne santé des plantes, leur bon développement, et in fine, pour leur capacité de résistance vis-à-vis des maladies fongiques, maladies causées par des champignons. Alors le colza, je vous le montre parce que ça fait partie d'une autre stratégie qui est d'attirer les ravageurs, donc ici les gastéropodes, ailleurs. Donc les colzas est extrêmement attractif pour les gastéropodes, donc on pourrait tout à fait imaginer de faire des bandes de colza à côté du potager pour qu'elles aillent foncer sur les colzas et qu'elles délaissent vos plants de choux et autres brassicacées. Le colza voilà, est extrêmement appétant, en plus c'est une culture facile, hein, donc c'est une plante rustique qui va vite se développer en début de printemps, en plus dans la période, je vous disais, là, en particulier le mois de mai, où qui est une période très sensible, hein, pour les attaques de gastéropodes. On peut citer la chicorée. Chicorée, où vous avez des variétés qui permettent de la cultiver tout au long de l'année, et qui est très appétante pour les gastéropodes. Là aussi, on peut faire des plantations à côté des cultures pour les attirer. On peut citer aussi le basilic. Le basilic, très très attirant pour les gastéropodes, là aussi, en culture de bordure. Et puis les hostas, donc des plantes ornementales, pour le coup. Alors, il existe une très grande variété d'hostas. Ici, ce sont 3 variétés. Je vais citer Ondulata, vous avez Albo marginata, Ondulata medio, Variegata et Ondulata univitata, et c'est des variétés qui sont avérées comme étant très attirantes pour les gastéropodes. Donc là aussi, c'est pour les attirer ailleurs. Alors beaucoup plus original, c'est faire du compostage de champignons. Donc faire un compost avec beaucoup de champignons qu'on mélange avec des matières sèches, comme de la tonte sèche par exemple. Et ce compost, il est extrêmement attirant pour les gastéropodes. Gastéropodes qui vont donc manger, brouter les champignons, et puis après vont donc contribuer à leur décomposition, mais aussi vont, après, lorsqu'elles sortent du compost, eh bien, elles vont diffuser les spores des champignons aux alentours. Donc elles vont contribuer à la régénération du tissu mycélien autour dans votre environnement. Donc on est sur aussi une optique de dégradation, d'amélioration de l'état du site sur du long terme. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant, qu'on puisse faire un compostage spécifique pour les champignons, on va voir plusieurs avantages. Enfin, je citerai des préparations végétales qui peuvent être répulsives. Là, c'est plutôt un aspect, alors ça peut être aussi bien du préventif que du curatif. Alors préventif, effectivement, mieux vaut le mettre dans les périodes très sensibles, donc avril, mai, les périodes de septembre, octobre. Vous pouvez faire un épandage tous les 15 jours, hein, si vous êtes sur un site vraiment, vous avez une présence régulière de gastéropodes. Du reste, quand ils sont déjà en place, ça peut aussi avoir un rôle curatif, hein, c'est-à-dire avoir un rôle pour les éloigner. Alors, ils sont pas ils n'ont pas un rôle insecticide ou pesticide, c'est-à-dire que a priori c'est pas des doses qui sont létales, mais par contre elles vont être fortement répulsives. Donc ce qui va être efficace, c'est des purins. On peut citer des purins d'absinthe, d'armoise, de rue, de rhubarbe. Donc on est sur des dosages où on va faire 100 g de plantes fraîches dans 1 litre d'eau. On va laisser ça macérer jusqu'à ce qu'on ait comme ça cette fine écume qu'on peut voir sur la photo. À ce moment-là, on peut l'appliquer sur le support de culture. Alors avec une dilution quand même, mieux vaut pour pas brûler les cultures, parce que ça peut être un apport trop violent pour les cultures. On peut faire une dilution dans un volume de purin pur, dans 4 volumes, au moins 4 volumes d'eau, à mon sens. Donc, au moins une dilution à 20%.
Voilà, ça va être une préparation intéressante. Alors pour le purin d'ail aussi est très efficace. Par contre, on est sur un dosage moindre, parce qu'on est uniquement sur 15 grammes d'ail par litre d'eau pour faire du purin pur. Ayant des composés nettement plus concentrés. L'avantage de l'ail, c'est que non seulement il va jouer sur l'aspect gastéropode, mais aussi sur la prévention et le guérissement des maladies fongiques, donc des maladies causées par les champignons. Alors, d'après les travaux d'un chercheur en physiologie vitale, Éric Petiot, il vaudrait mieux faire ces purins en situation anaérobie. Donc le mettre dans un bocal ou dans un seau qui soit scellé hermétiquement pendant la période de fermentation. Qu'on n'ait pas d'oxygène qui puisse entrer à l'intérieur. D'après ces retours d'expérience, les effets de ces purins-là anaérobie seraient nettement plus efficaces. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus avant, je propose des formations dont certaines vont porter sur les aspects du jardin, les aspects agricoles. Je fais du conseil globalement pour les porteurs de projets, que ce soit des porteurs de projets agricoles ou des porteurs de projets de jardin. Et puis je publie des livres dont le premier, édité en début d'année, portait sur les aspects juridiques de l'installation agricole. Si vous avez des remarques, des retours d'expérience, d'autres ressources aussi sur ces sujets des gastéropodes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. À bientôt.